Quel est le point commun entre Tesla et une personne de 18-25 ans qui cherche son premier poste ou son alternance? Je vais vous dire ça dans une minute, mais en ce moment, je sais ce qui vous inquiète. Vous n'avez pas d'expérience, donc personne ne veut vous recruter. Et si vous n'êtes pas recruté, vous n'avez pas d'expérience. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des solutions concrètes pour briser cette spirale du débutant. J'ai vécu ça moi aussi et je vais vous dire comment faire. Je m'appelle Mathieu. Sur cette chaîne, je vous aide à décrocher votre premier emploi ou votre alternance, que ce soit sur YouTube ou en accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, je vais vous montrer quel est votre principal atout quand vous n'avez pas d'expérience et comment vous valoriser malgré ça. À la fin, je vous donnerai l'équation de la confiance en soi quand on est débutant. Alors c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est une formule pour se sentir à l'aise quand on n'a pas encore fait ses preuves. Alors quand on a une jambe cassée, ce qu'on fait c'est qu'on s'appuie sur sa jambe valide et pas sur sa jambe cassée. Donc au lieu de réfléchir à ce que vous n'avez pas, essayez de penser à ce que vous avez et que les autres n'ont pas. D'abord, vous devez savoir que pour un recruteur, embaucher un jeune, ça a deux avantages. Un, ça ne coûte pas cher, parce que vous avez un salaire qui est moins élevé qu'un confirmé. Et deux, l'entreprise peut vous former à ses propres méthodes de travail. Comme vous n'avez pas encore les habitudes de travail des entreprises concurrentes, vous êtes un peu de la cire vierge pour apprendre les propres méthodes de l'entreprise. Le problème, c'est que ça reste quand même dur de vous valoriser. Alors la solution, selon moi, c'est de voir les choses différemment. Si vous êtes jeune, le recruteur ne peut pas vous juger sur votre passé professionnel, puisque par définition, vous n'en avez pas. Donc s'il ne peut pas vous juger sur votre passé, il va vous juger sur votre futur. Bon, votre futur, par définition, il ne le connaît évidemment pas, mais c'est très important, il peut l'imaginer. Et ce que le recruteur cherche à voir, c'est votre potentiel. Ce jeune-là ou cette jeune-là, si je la recrute, qu'est-ce que ça va donner dans quelques mois? Qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Vous voyez, beaucoup de débutants se trompent parce qu'ils pensent qu'ils doivent convaincre sur leur passé. Sauf que votre passé, c'est quoi? Généralement, c'est votre formation avec une maigre expérience. Et au contraire, vous sous-estimez beaucoup votre futur. Ce qui nous amène à ce que j'appelle la stratégie Tesla. Alors vous savez, Tesla, c'est cette marque de voitures électriques assez en vogue qui a été rachetée par Elon Musk. Et cette marque, elle a connu des sommets en bourse. Puisque Tesla a mis en vente ses actions au début des années 2010 à quelque chose comme 16 ou 17 dollars l'action. Et depuis le Covid, elle aussi entre 150 et 300 dollars l'action, avec un pic à 380. Ça veut dire que si vous aviez acheté des actions Tesla à ses débuts, vous auriez multiplié votre investissement par 10 au bas mot. Et quand je vous donne cette information, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites un truc du genre « Ah là, c'est vraiment dommage, je regrette de ne pas avoir acheté des actions à ce moment-là. Est-ce que je pourrais pas trouver des actions qui vont faire x10 comme Tesla ?» Quel est le rapport avec un entretien d'embauche? C'est que le recruteur doit vous voir comme une action Tesla. C'est-à-dire comme quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas très cher ni très demandé sur le marché, mais qui va cartonner dans quelques années. Et ça, c'est la notion de potentiel. Et les entreprises cherchent des jeunes qui ont du potentiel. Retenez bien ça, les entreprises cherchent des jeunes qui ont du potentiel. Vous n'avez pas pu être performant dans le passé comme vous venez de commencer, mais est-ce que vous pourrez être performant à l'avenir? Et quand je dis performant, je ne parle pas de choses incroyables du genre guérir le cancer ou devenir le nouveau patron de Total, mais juste de bien faire son travail. Est-ce que vous avez le potentiel de bien faire le travail qu'on vous confie? Et contrairement à ce que beaucoup pensent, un bon potentiel, ça peut se deviner, puisqu'il y a des signes qui laissent présager d'un bon potentiel. Et avec l'expérience, on apprend à discerner ces signaux chez un jeune étudiant ou une jeune étudiante, un jeune diplômé ou chez un alternant. Alors les 7 signes d'un beau potentiel, alors d'abord, il y a la détermination, c'est-à-dire quelqu'un qui sait à peu près où il veut aller. En numéro 2, il y a ce que j'appellerais la fiabilité ou le sens des responsabilités, c'est-à-dire le fait que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Quand vous dites 10, c'est pas 9 ni 11, c'est 10. Troisième signe d'un bon potentiel, c'est la résilience ou la persévérance, c'est-à-dire que même dans l'échec ou dans la difficulté, vous êtes quelqu'un qui continue de vouloir avancer. Quatrième signe d'un beau potentiel, c'est l'originalité. Donc c'est quelqu'un qui n'attend pas de voir ce que font les autres pour essayer des choses. Ça c'est important. Cinquième signe, c'est la débrouillardise. Alors cinquième signe, c'est la débrouillardise, c'est-à-dire la volonté de chercher une solution avant de toujours demander à vos supérieurs quoi faire. Et c'est le fait de venir avec des idées de solutions. Ça c'est quelque chose qui est valorisé. Sixième signe d'un beau potentiel, c'est la facilité à apprendre des autres. Donc c'est votre capacité à intégrer la critique et à vous corriger en fonction du retour qu'on vous fait.
Ça c'est aussi c'est important. Et septième et dernier signe, c'est, je dirais, la communication. Donc c'est le fait de ne pas avoir de mal à comprendre, mais surtout à se faire comprendre en entreprise. Alors peut-être que vous avez remarqué, ces deux signes, ils tournent autour de deux points principaux. Le premier, c'est la discipline, puisque les gens qui réussissent, ce sont ceux qui comprennent que ce qui paye, c'est la constance, même quand les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est la facilitation. C'est le fait de rendre la collaboration avec vous en entreprise simple et sans prise de tête. Alors comment véhiculer ces signaux? Alors c'est simple, il faut comprendre et bien préparer l'entretien d'embauche. C'est ce que je vous aide à faire sur cette chaîne, il y a plein de vidéos pour ça. Maintenant, si on passe aux arguments concrets qu'un candidat sans expérience peut utiliser en entretien d'embauche, il y a deux grandes catégories d'arguments. Il y a d'abord les arguments sur votre comportement, et ensuite les arguments sur ce que j'appelle vos compétences cachées. Alors j'ai un ami qui recrute pour une grande boîte de finances, et il m'a dit, franchement, les jeunes que je reçois en entretien d'embauche, bon, ils sont sympas, mais vraiment, ils savent pas se tenir. Du point de vue de la présentation, c'est catastrophique. Et je précise, c'est pas quelqu'un qui a 50 ans, c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi, donc il doit avoir quelque chose comme 27, 28 ans. Et c'est une boîte qui est très réputée avec des salaires élevés, donc il reçoit très souvent des candidatures d'élèves d'HEC, de l'ESSEC ou de l'EM Lyon. Il m'a dit, même eux, franchement, même ceux des grandes écoles, franchement, la présentation, elle n'est pas bonne en entretien. Donc il faut qu'on parle de ce problème. Parce que lorsque le recruteur voit arriver un ou une candidate de moins de 25 ans, qu'est-ce qu'il se dit? Alors c'est peut-être injuste, mais souvent il se dit quelque chose du genre, une chance sur deux que ce soit un merdeux qui croit tout savoir, qui ne sait pas travailler en équipe, à qui il va falloir tout expliquer, et qui en plus pense que tout lui est dû. Bon, je suis un peu dur, mais si vous avez vu les articles du genre « Ah, les jeunes veulent plus bosser, blablabla », vous savez de quoi je parle. Ça, c'est ce que j'appelle le jeune merdeux, le stéréotype du jeune merdeux. Et il va falloir vous démarquer de ce préjugé-là. Et ça se fait par le comportement, et notamment le comportement en entretien. Vous voyez, par exemple, quand le jeune merdeux est têtu et arrogant, le jeune professionnel, lui, au contraire, il est à l'écoute, il est humble, et il est capable d'intégrer les critiques. Quand le jeune merdeux croit que sa formation qui est théorique lui a tout appris, le jeune professionnel est prêt à apprendre les manières de travailler les entreprises dans la pratique. Le jeune merdeux, lui, il est sans réelle motivation et sans réelle ambition, alors que le jeune professionnel, lui, il a déjà une certaine vision de carrière, il a des projets et il a un objectif à atteindre. Le jeune merdeux ne sait pas se comporter en entreprise, il a un comportement qui est un peu familier, alors que le jeune professionnel, lui, il essaie de s'intégrer, il fait en sorte d'avoir une bonne tenue, que ce soit au sujet de ses vêtements, de son comportement, de son langage, qui sera soutenu, il sera ponctuel. Par exemple, il mettra son téléphone sur silencieux en entretien, donc un comportement qui est tenu. Et enfin, le jeune merdeux, ce qu'il veut, c'est juste un salaire, alors que le jeune professionnel, il veut son salaire, mais il veut aussi faire ses preuves. Il veut montrer de quoi il est capable. Alors, j'essaie pas de vous faire la leçon, là. J'essaie de vous dire l'impression qu'il faut donner pour qu'un entretien se passe bien. En gros, c'est l'image qu'on doit renvoyer pour réussir un entretien quand on est sans expérience. Après, vous êtes sincère ou vous jouez la comédie, ça vous regarde. Et moi, je vous donne le moyen pour passer l'étape de l'entretien d'embauche. Et là, vous allez me dire, ok Mathieu, mais bon, ça c'est juste le comportement. Les entreprises, elles cherchent aussi des compétences. Et moi, concrètement, en termes de compétences, j'ai pas grand-chose à apporter à l'entreprise. Et là, je vais vous dire, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez aucune expérience que vous ne savez rien faire ou que vous n'avez rien à apporter. C'est ce que j'appelle vos compétences cachées. Et vos compétences cachées, vous pouvez les trouver dans 7 domaines de votre vie. Alors bien sûr, il y a vos stages et vos boulots d'été. Et là, ce qu'il faut essayer, c'est de montrer que vous avez développé des compétences qui seront utiles pour votre premier poste. Ensuite, il y a vos formations. Alors là, insistez sur le fait que votre formation est récente et que vous avez des connaissances fraîches, puisque une formation actualisée, ça peut être très apprécié, surtout dans un secteur qui évolue vite, comme le droit, la tech ou la communication, ou alors dans un secteur qui est créatif. Troisième compétence cachée, ça peut venir de votre pratique sportive, puisque souvent la pratique d'un sport individuel ou d'un sport collectif, ça témoigne du fait que vous avez de la discipline, que vous avez le goût du défi, que vous savez travailler en équipe, ce genre de choses. Quatrième type de compétences cachées, ça sera les compétences que vous avez développées dans vos engagements associatifs. Parce qu'un engagement associatif, bon, il n'y a pas d'argent en jeu, mais ça montre que vous êtes capable de vous investir dans un projet et pas seulement de vous amuser. Cinquième aspect de votre vie où trouver des compétences, ça sera tout ce qui est vos projets personnels. Donc réfléchissez bien, est-ce que vous n'avez pas réalisé quelque chose avec vos amis ou votre famille, par exemple, je sais pas, un site web ou un événement, ça peut être un moyen de mettre en avant une compétence utile pour le poste que vous visez. Sixième domaine, c'est vos passions.
Alors les patients, c'est une très bonne source de motivation, donc mettez en avant le fait que vous vous intéressez au secteur de l'entreprise. Par exemple, que vous consultez des médias spécialisés ou que vous participez à des événements. Par exemple, si vous postulez dans le génie civil, vous pouvez dire que vous lisez le Moniteur et que vous êtes allé au congrès de l'architecture et de la construction. Et enfin, dernier aspect, il y a votre projet de carrière. Imaginons que pour un poste de débutant dans une agence bancaire, il y a 2 candidats, il y en a un qui dit que son ambition d'ici 5 à 7 ans, c'est d'être responsable d'une petite agence parce qu'il a le sens du commerce et qu'il aime bien le travail d'équipe. Et à côté, vous avez un deuxième candidat, il dit rien. Peut-être que son ambition, c'est de devenir directeur d'agence, peut-être pas. Peut-être qu'il est motivé, peut-être pas, on sait pas trop. Moi, si je suis recruteur, j'ai plutôt intérêt à prendre celui qui sait où il veut aller, parce qu'au moins lui, il a un objectif, donc il aura le souci de bosser sérieusement pour atteindre cet objectif. Mais le plus important, vous devez rassurer le recruteur. Lui montrer que vous comprenez ses doutes et ses craintes de vous embaucher alors que vous n'avez pas d'expérience. Et quand vous essayez de convaincre quelqu'un qui a peur de quelque chose, vous devez jamais contrer frontalement ses craintes. Vous devez y aller avec empathie, et vous allez dire quelque chose du genre « C'est vrai que j'ai pas encore d'expérience en dehors de mes stages, et je comprends tout à fait que pour vous, me choisir, c'est plus difficile que de choisir quelqu'un qui a déjà 2 ou 3 ans d'expérience. Donc je comprends vos hésitations. Cela dit, il y a plusieurs choses qui me font penser que je peux réussir chez vous. D'abord, c'est que mon objectif, c'est de me faire un nom comme avocat sur les sujets de consommation, donc j'ai vraiment envie de faire mes preuves. La deuxième chose, c'est que pendant 2 ans, j'ai été bénévole dans une association sur les droits des consommateurs, donc je sais ce que c'est que de travailler en équipe, et de répondre présent quand des gens ont besoin de moi. La dernière chose, c'est que j'ai décroché un des meilleurs masters en droit en France, qui est un master spécialisé en droit des pratiques commerciales, avec l'accent qui est mis sur les plateformes du numérique. Donc c'est un sujet que je connais bien, et j'ai vu que c'était un enjeu qui était de plus en plus important pour vous. Maintenant, je vais vous dire comment reprogrammer votre cerveau pour avoir confiance en vous, même si vous n'avez pas d'expérience. Alors voilà le schéma de la confiance en soi chez beaucoup de gens. La confiance se base sur l'image que les autres ont de moi, donc si les autres reconnaissent ma compétence, alors j'ai confiance en moi. Et comme j'ai confiance en moi, j'arrive à montrer ma compétence. Le problème lorsque vous êtes débutant, c'est que personne ne vous voit comme compétent. Personne. Donc le cercle de la confiance en soi est en panne. Et il y a 2 types de réactions possibles. Soit le cercle reste brisé, puisque personne ne reconnaît votre compétence, vous vous sentez inférieur et mal à l'aise. Vous n'avez pas confiance en vous. Soit vous reconstruisez le cercle de manière artificielle et vous vous dites « Je laisserai personne attaquer ma confiance en moi, moi je sais que je suis compétent, si les autres ne le voient pas, c'est que ce sont des cons, c'est de leur faute, moi en tout cas je le sais, je suis très doué. » Du coup, vous exagérez vos compétences, vous vous surestimez pour avoir confiance en vous, et ça débouche sur le narcissisme. Ok, vous avez confiance en vous, mais les autres vous voient comme un merdeux arrogant et prétentieux, encore une fois. Je le sais parce que c'est comme ça que je faisais après mes études. Je me disais, je sais que je suis compétent, il n'y a aucun doute, s'ils ne le voient pas, c'est de leur faute. Et je comprenais pas pourquoi parfois les recruteurs avaient l'air de me trouver prétentieux. Mais en fait, c'est parce que je refusais de ne pas avoir confiance en moi, donc je surjouais la compétence. La solution, c'est de baser votre confiance en vous, non pas sur l'image que les autres ont de vous, mais sur quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous devez baser votre confiance en vous sur votre préparation. Parce que, de 1, votre préparation ne dépend pas des autres, et de 2, votre préparation vous force à travailler. Dire je suis très doué, je suis le meilleur, ça demande aucun effort, c'est un état de fait, c'est comme ça. Par contre, se dire je me suis préparé à fond, ça se mérite. Vous ne pouvez pas le dire si vous n'avez pas vraiment bossé. Donc la question que vous devez vous poser pour estimer votre niveau de confiance en vous, c'est pas est-ce que les autres valident ma compétence, mais plutôt est-ce que je me suis bien préparé? Est-ce que j'ai fait le maximum pour réussir? Et vous ne vous dites plus je suis le meilleur, c'est tout, c'est comme ça, donc je vais réussir. À la place, vous vous dites, peut-être que je suis pas le meilleur, mais je me suis préparé du mieux que j'ai pu, donc je peux y aller en étant serein et confiant. Peut-être que je suis pas le plus compétent, mais je me suis préparé à fond, donc j'ai confiance en moi. Et là, la source de votre confiance en vous, ce n'est plus une validation extérieure, du genre les autres qui vous font des compliments, ni une surestimation narcissique, du genre ouais, je suis naturellement hyper doué, c'est indiscutable. Là, votre confiance en vous, elle vient de vos actions. Des actions que vous seul maîtrisez et qui vous rendent meilleur. C'est comme ça que vous pouvez contrôler sainement l'image que vous avez de vous-même. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, c'est de vous préparer le mieux possible aux questions qu'on va vous poser en entretien. Ah oui, un dernier mot sur la confiance en soi en entretien. Rassurez-vous, tout le monde a été débutant. Donc quand le recruteur voit arriver quelqu'un qui sort d'études, bon, il y a le côté peut-être que c'est un jeune merdeux,
mais surtout ça lui rappelle des souvenirs. Donc ça aura plutôt tendance à susciter chez lui de l'indulgence et de la sympathie. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et le meilleur moyen pour que ça se passe bien, c'est de lancer l'entretien de la bonne manière. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez répondre à la question « Présentez-vous » ou « Parlez-moi de vous ». Pour ça, je vous donne la méthode la plus persuasive que je connaisse pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je vous donne la méthode complète dans cette vidéo. Je vous ai même mis un modèle de présentation à télécharger avec plein d'exemples spéciaux débutants que vous pouvez réutiliser. Et je suis sûr que ça va beaucoup vous aider.